J'attendais avec impatience cette visite surprise à notre maison en bord de mer depuis des semaines. Après 38 ans de mariage, Spencer et moi avions développé une routine confortable. Mais dernièrement, quelque chose semblait différent chez lui. Distant, secret, vérifiant constamment son téléphone, prenant des appels dans une autre pièce, prétextant des urgences professionnelles qui semblaient se produire de plus en plus fréquemment. À 64 ans, je n'étais pas naïf quant aux réalités des longs mariages. J'avais des amis dont les maris avaient été infidèles, et je m'étais toujours enorgueilli de connaître Spencer mieux que personne. Nous avions construit quelque chose de solide ensemble, traversé des tempêtes qui auraient brisé des couples plus fragiles. Mais ces derniers mois, un sentiment de malaise grandissait au creux de mon estomac. Un murmure que j'essayais sans cesse de faire taire. Alors, quand Spencer a annoncé un autre voyage d'affaires de dernière minute à Seattle, quelque chose en moi a cédé. Au lieu de mon habituel hochement de tête compréhensif, j'ai décidé de conduire jusqu'à notre maison de Carmel. Peut-être avais-je besoin d'un peu de temps seul, d'un peu d'air marin pour me vider la tête. Ou peut-être que, au fond de moi, je soupçonnais déjà ce que je pourrais trouver. Les 3 heures de route depuis San Francisco m'ont donné le temps de réfléchir, de regarder la côte se dérouler et de me souvenir de temps plus heureux. Spencer et moi avions acheté la maison en bord de mer il y a 15 ans, à l'époque où son cabinet d'architecte était florissant et mon entreprise de design d'intérieur prenait son envol. C'était notre sanctuaire, notre échappatoire du week-end face aux exigences de la ville. La maison se trouvait sur une falaise surplombant le Pacifique, une vaste structure moderne que Spencer avait conçue lui-même. Des fenêtres allant du sol au plafond, des lignes épurées, une terrasse qui semblait flotter au-dessus des vagues. J'avais choisi chaque meuble, chaque tissu, chaque détail qui en faisait un foyer. Elle était à nous d'une manière que notre maison de ville, héritée de la famille de Spencer, n'avait jamais tout à fait été. En tournant sur l'allée privée menant à notre propriété, j'ai ressenti cette vague de paix familière qui accompagnait l'arrivée à la maison de la plage. Le soleil de fin d'après-midi peignait tout en doré, et je pouvais déjà entendre le fracas lointain des vagues en contrebas de la falaise. Mais ma paix s'est brisée au moment où j'ai atteint notre portail. Un jeune homme que je ne reconnaissais pas se tenait là, bloquant l'entrée, les bras croisés sur sa poitrine musclée. Il devait avoir la trentaine, avec ce genre de bronzage profond qui témoignait d'un travail en plein air et la posture assurée de quelqu'un qui savait exactement où était sa place. J'ai baissé ma vitre, supposant que Spencer avait engagé un nouveau service de sécurité sans m'en parler. « Excusez-moi, je dois passer pour aller à ma maison. » L'homme a ri. Il a vraiment ri, comme si je venais de lui raconter la blague la plus amusante. « Madame, je vais devoir vous demander de circuler. C'est une propriété privée. » Oui, je sais que c'est une propriété privée. C'est ma propriété. J'ai gardé ma voix calme, bien que l'irritation commençait à monter. Je suis Lauryn Hartwell. C'est ma maison de plage. Son rire s'est fait plus fort et il s'est frappé la cuisse comme si je jouais dans une comédie. Madame, s'il vous plaît, arrêtez de mentir. La femme du patron est déjà à l'intérieur avec lui en ce moment. Il a fait un geste vers la maison avec un amusement évident. Bien essayé, cependant. Vous n'êtes pas la première à tenter ce coup. Mon cœur s'est arrêté. La femme du patron. Spencer était à l'intérieur avec sa femme, mais j'étais sa femme. J'ai suivi la direction de son doigt, et c'est là que je l'ai vue. Une femme aux longs cheveux auburn était visible à travers les immenses fenêtres du salon, se déplaçant dans ma cuisine comme si elle en était la propriétaire. Même de cette distance, je pouvais voir qu'elle était plus jeune que moi, probablement dans la quarantaine, portant une de ces robes d'été blanches et fluides qui avaient l'air à la fois simple et chère. La femme se déplaçait avec une familiarité totale dans mon espace, ouvrant des placards que j'avais organisés, touchant des objets qui m'appartenaient, puis Spencer est apparu à côté d'elle, son bras glissant autour de sa taille avec une intimité qui m'a noué l'estomac. J'avais trouvé mon mari avec une autre femme dans notre maison, et d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui étais traité comme une intruse. Le jeune homme parlait encore, trouvant toujours ma présence hilarante. « Écoutez, madame, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais monsieur Hartwell et sa femme Emily passent un week-end privé. Ils ont spécifiquement demandé à ne pas être dérangés. Emily. » Même son nom sonnait jeune et frais, et ne ressemblait en rien à Lauryn. Quelque chose a basculé en moi à ce moment-là. Le choc, la douleur, l'humiliation, tout s'est cristallisé en autre chose, quelque chose de plus tranchant. J'ai regardé ce jeune homme si confiant dans sa connaissance de qui appartenait à ma maison,
si amusé par ce qu'il considérait comme mon mensonge désespéré. Et j'ai pris une décision. Oh mon Dieu, dis-je, laissant l'embarras colorer ma voix. Je suis tellement désolé. Vous avez absolument raison. J'ai fouillé dans mon sac à main, gagnant du temps pour réfléchir. En fait, je cherche du travail. J'ai entendu dire que Madame Hartwell pourrait avoir besoin d'aide avec la maison, et j'ai pensé passer. Je suppose que je me suis trompé de maison. Le comportement de l'homme a changé immédiatement. La moquerie s'est estompée, remplacée par quelque chose approchant la sympathie. Oh, eh bien, c'est différent. Je suis Darius, au fait. Je suis le nouveau gardien ici. Il a tendu la main à travers la vitre de ma voiture. Quel genre de travail cherchez-vous? Femme de ménage, cuisine, aide générale, dis-je, le mensonge coulant plus facilement que je ne l'avais prévu. J'ai d'excellentes références. Je travaille pour des familles riches de la région depuis des années. Darius hocha la tête d'un air songeur. Vous savez quoi? Il pourrait en effet avoir besoin de quelqu'un. Madame Hartwell disait justement à quel point c'est du travail d'entretenir un endroit de cette taille. Il jeta un coup d'œil en arrière vers la maison. Pourquoi ne revenez-vous pas demain matin? Je leur en parlerai ce soir. Ce serait merveilleux, dis-je, planifiant déjà mon retour. À quelle heure serait-ce bien? Venez vers 9 heures. Ils prennent généralement leur petit déjeuner sur la terrasse, et Madame Hartwell aime planifier sa journée tôt. Madame Hartwell. Cette femme vivait ma vie, dormait dans mon lit, prenait son petit déjeuner sur ma terrasse, et tout le monde autour d'elle l'appelait par mon nom. J'ai remercié Darius et je suis parti, mes mains tremblant sur le volant. J'ai parcouru environ 1 mile sur la route côtière avant de devoir m'arrêter. La réalité de ce que je venais de découvrir m'a frappé comme un coup physique, et je me suis retrouvé à agripper le volant en sanglotant. Spencer n'avait pas seulement une liaison. Il vivait une vie complètement différente, une où je n'existais pas du tout. Cette femme, Emily, ne visitait pas seulement notre maison de plage. Elle l'habitait, la revendiquait, était traitée comme si elle y avait plus sa place que moi. Mais alors que les larmes se calmaient et que le soleil commençait à se coucher sur le Pacifique, j'ai réalisé autre chose. On m'avait offert une opportunité. Demain, j'entrerai dans ma propre maison comme une étrangère. Je verrai exactement à quoi ressemblait la vraie vie de mon mari quand il pensait que je ne regardais pas. Et ensuite, je déciderai quoi faire à ce sujet. Le trajet de retour vers la ville s'est passé dans un flou de planification. Je devrais avoir l'air différente demain, m'habiller plus simplement, peut-être changer de coiffure. J'aurais besoin d'une histoire, de références, d'un passé qui tiendrait la route sous un examen superficiel. Plus important encore, je devrais me préparer à tout ce que je pourrais découvrir, car quelque chose me disait que ce que j'avais vu aujourd'hui n'était que le début. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Emily se déplacer dans ma cuisine, le bras de Spencer autour de sa taille, Darius se moquant de moi comme si j'étais une étrangère délirante. À 5 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et j'ai commencé à me préparer pour ce qui pourrait être la performance la plus importante de ma vie. J'avais passé des heures la nuit précédente à créer mon déguisement. Rien de dramatique. Je n'essayais pas de tromper Spencer, juste sa nouvelle vie. J'ai ramené mes cheveux argentés mi-longs en un simple chignon, choisi mes vêtements les plus conservateurs et mis le genre de chaussures pratiques que je n'avais pas porté depuis des années. Dans le miroir, je ressemblais exactement à ce que je prétendais être, une femme qui avait besoin de travail et qui était reconnaissante de toute opportunité. Le trajet de retour vers Carmel semblait surréaliste. Je retournais dans ma propre maison en tant que candidate à un emploi dans ma propre maison. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si dévastatrice. Darius attendait au portail quand je suis arrivé à 9 heures précises. Il m'a accueilli d'un signe de la main amical et m'a accompagné jusqu'à la porte d'entrée, la même porte que j'avais franchie des centaines de fois, généralement chargée de provisions, de sacs de week-end ou de fleurs de notre jardin de ville. Madame Hartwell prend son café sur la terrasse, dit Darius alors que nous approchions de la maison. Elle est vraiment excitée de vous rencontrer. Je lui ai dit que vous aviez une grande expérience avec des familles comme la leur. Des familles comme la leur? Dans ma propre maison. L'intérieur de la maison de plage semblait différent d'une manière ou d'une autre, bien que je ne puisse pas immédiatement identifier pourquoi. De petits changements, des modifications subtiles qui témoignaient de la présence d'une autre femme. Une disposition différente des coussins sur le canapé que j'avais choisi, des livres que je ne reconnaissais pas sur la table basse,
un vase de lys là où je mettais toujours des roses. Mais c'était plus que les changements physiques. Il y avait une énergie dans la maison qui me semblait étrangère, comme si les murs eux-mêmes avaient oublié qui était leur véritable propriétaire. Darius m'a conduite à travers le salon vers la terrasse, et j'ai retenu mon souffle. À travers les portes vitrées coulissantes, je pouvais les voir clairement pour la première fois. Spencer était assis à notre table à manger extérieure, lisant ce qui ressemblait à des plans d'architecte. Il portait le polo bleu marine que je lui avais acheté pour son anniversaire l'année dernière, et ses cheveux gris étaient ébouriffés de cette manière qui signifiait qu'il venait de se réveiller. Il avait l'air détendu, content, complètement à l'aise. Et à côté de lui était assise Emily. De près, elle était encore plus frappante que je ne l'avais réalisé. Elle devait avoir le début de la quarantaine, avec ce genre de beauté naturelle qui ne nécessitait pas beaucoup de maquillage ou de coiffure élaborée. Ses cheveux auburn captaient la lumière du matin, et elle se déplaçait avec le genre de confiance qui vient du fait de savoir qu'on est exactement là où l'on doit être. Elle portait une de mes robes de chambre en soie. La vue de celle-ci m'a frappé comme un coup physique. Cette robe de chambre avait été un cadeau d'anniversaire de Spencer il y a 3 ans, acheté lors d'un voyage en Italie. Je l'avais chérie, la portant lors des matins spéciaux, des petits déjeuners paresseux du dimanche, des soirées tranquilles où nous voulions nous sentir élégants même dans nos moments privés. Maintenant, cette femme la portait comme si elle avait toujours été la sienne. Madame Hartwell, appela Darius alors que nous sortions sur la terrasse. Voici la femme dont je vous ai parlé. Elle cherche du travail comme femme de ménage. Emily leva les yeux avec un sourire éclatant qui semblait sincèrement chaleureux. Merveilleux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voulez-vous un café? Je me suis assise à ma propre table de patio, regardant ma propre vue sur le Pacifique, me voyant offrir du café par une femme portant ma robe de chambre dans ma maison. Ce serait adorable, merci. Spencer leva brièvement les yeux de ses plans, me fit le genre de signe de tête poli qu'il pourrait offrir à n'importe quel membre du personnel et retourna à son travail. Aucune reconnaissance, aucune préoccupation. J'étais complètement invisible pour lui, juste une partie du décor de sa nouvelle vie. Je suis Emily, dit la femme, versant du café de la cafetière que j'avais acheté dans un magasin de poterie à Mendocino. Et voici mon mari, Spencer. Sa voix avait un léger accent du sud qui rendait tout musical. Darius me dit que vous avez de l'expérience avec des maisons comme celle-ci. Mon mari. Elle l'a dit si naturellement, avec une telle appropriation désinvolte que j'ai failli la corriger avant de me reprendre. Oui, madame. Je travaille pour des familles à Carmel et Monterey depuis environ 20 ans. Le mensonge venait facilement maintenant. Je suis spécialisé dans l'entretien de propriétés de luxe, en particulier celles exposées à l'océan. L'air salin peut être dur pour les meubles et les installations. Je devrais le savoir. J'avais passé 15 ans à apprendre comment protéger cette maison des éléments. Emily hocha la tête avec enthousiasme. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Cette maison demande tellement d'attention, et je veux que tout soit parfait. Elle fit un geste autour de la terrasse avec une fierté évidente. Spencer l'a conçu lui-même. Vous savez, il est architecte. Je sais. Je voulais dire, j'ai vécu chaque phase de la construction, chaque révision tardive, chaque moment de son obsession pour obtenir les angles parfaits afin de capturer la lumière du matin. C'est magnifique, dis-je à la place. Il a un excellent goût. Spencer leva les yeux au compliment, se concentrant enfin sur moi un instant. Merci. Il a fallu des années pour l'obtenir exactement comme il faut. Il regarda Emily avec une affection évidente. Ma femme a joué un rôle déterminant pour en faire un foyer. Ma femme. Les mots semblaient être des coups de couteau individuels. Emily lui sourit, puis se tourna de nouveau vers moi. Nous sommes ici la plupart des week-ends maintenant, et j'espère y passer encore plus de temps bientôt. Les affaires de Spencer marchent si bien qu'il pourrait être en mesure de travailler à distance plus souvent. J'ai failli rire de l'absurdité. Les affaires de Spencer marchaient bien parce que j'avais aidé à les construire, j'avais géré les finances et le marketing pendant des années pendant qu'il se concentrait sur le design. Maintenant, cette femme discutait nonchalamment du succès de mon mari comme si elle avait joué le moindre rôle dans sa création. Que voudriez-vous que je fasse? Demandai-je, forçant ma voix à rester professionnelle. Tout, vraiment, dit Emily avec un léger rire. Nettoyage, lessive, préparation des repas quand nous sommes ici, peut-être quelques courses, organisation,
entretien général de l'état de la maison. Elle fit une pause, réfléchissant. Seriez-vous disponible pour loger sur place pendant les semaines où nous sommes ici? Il y a un petit appartement au-dessus du garage que nous pourrions mettre à disposition. Loger sur place? Elle voulait que je vive dans ma propre maison en tant qu'employé. Je pourrais m'arranger, m'entendis-je dire. Merveilleux. Émilie frappa dans ses mains comme une enfant ravie. Quand pourriez-vous commencer? Immédiatement, si vous avez besoin de moi. Spencer leva de nouveau les yeux, et pendant un instant terrifiant, j'ai cru qu'il pourrait me reconnaître. Mais son regard passa sur moi avec la même indifférence qu'il pourrait montrer à un meuble. Ça me va, dit-il distraitement. Darius peut vous faire visiter, vous aider à vous installer. Et juste comme ça, j'ai été embauché pour travailler dans ma propre maison pour mon mari et sa maîtresse. L'heure suivante s'est écoulée dans une visite surréaliste de ma propre maison. Darius m'a montré la disposition comme si je ne l'avais jamais vue auparavant, expliquant où les choses étaient rangées, comment les différents systèmes fonctionnaient, quelles étaient les préférences de Spencer et d'Emily. M. Hartwell aime son café fort, et Madame Hartwell préfère le thé l'après-midi, m'a-t-il dit alors que nous étions dans ma cuisine. Ils prennent généralement leur petit déjeuner sur la terrasse quand il fait beau. Madame Hartwell essaie de manger plus sainement. Donc, beaucoup de fruits et légumes frais. J'ai hoché la tête et pris des notes mentales, apprenant la vie de mon mari comme si j'étais une étrangère, ce que j'étais apparemment. L'appartement d'amis au-dessus du garage avait été le bureau de Spencer pendant la construction, puis un espace de rangement pour l'équipement de plage. Maintenant, il avait été converti en un logement de base, un lit, une petite kitchenette, une salle de bain avec douche. C'était propre et fonctionnel, mais douloureusement impersonnel. Madame Hartwell a fait aménager ça le mois dernier, expliqua Darius. Elle a dit qu'il pourrait avoir besoin d'une aide à domicile à terme. Donc, cela avait été planifié. Émilie s'était préparée à avoir une femme de ménage, se préparant à s'établir plus durablement dans ce qu'elle considérait clairement comme sa maison. C'est parfait, dis-je à Darius, regardant le petit espace qui serait désormais ma maison pendant que des étrangers vivaient dans ma vraie maison en dessous. Alors que le soir approchait et que je m'installais dans l'appartement d'amis, je me suis surprise à regarder par la petite fenêtre la maison en contrebas. Je pouvais voir Spencer et Emily à travers les fenêtres de la salle à manger, partageant un dîner à la table où j'avais célébré des anniversaires de mariage, des dimanches matins tranquilles. Ils avaient l'air heureux, à l'aise, comme un couple qui allait bien ensemble. Et je regardais tout cela de l'extérieur, comme un fantôme de ma propre vie. Mais alors que je me préparais à me coucher dans cet étrange exil, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne regardais plus seulement. J'étais maintenant à l'intérieur de leur monde. Invisible mais présente. Je verrais tout, entendrais tout, apprendrais exactement à quoi ressemblait la vraie vie de mon mari. Demain, je commencerai à nettoyer ma propre maison pour une autre femme. Je laverai les vêtements de mon mari pour qu'il les porte à des rendez-vous avec sa maîtresse. Je préparerai des repas dans ma cuisine pour des gens qui avaient volé ma vie. Mais je collecterai aussi des informations, regardant, apprenant, et finalement, quand je saurai tout ce qu'il y avait à savoir sur leur petite mascarade parfaite, je déciderai exactement comment la détruire. Je vivais dans ma propre maison comme une étrangère depuis 2 semaines quand j'ai surpris la conversation qui a tout changé. Ce que j'avais d'abord cru être une simple liaison, aussi dévastatrice soit-elle, s'est avéré être quelque chose de bien plus sinistre. La routine dans laquelle j'étais tombé était à la fois réconfortante et torturante. Chaque matin, je me réveillais dans le petit appartement au-dessus du garage et me préparais à servir les gens qui avaient volé ma vie. Je faisais leur café, préparais leur repas, nettoyais leurs dégâts et écoutais leurs conversations désinvoltes sur un avenir qui, apparemment, n'incluait pas mon existence. Spencer était complètement tombé dans le rôle du mari dévoué d'Emily. Il lui apportait des fleurs, l'embrassait pour lui dire au revoir quand il partait pour ses soi-disant réunions d'affaires, lui tenait la main pendant leur promenade du soir sur la plage. Si je ne savais pas mieux, j'aurais cru qu'ils étaient sincèrement amoureux. Mais je commençais à remarquer des choses qui ne collaient pas tout à fait. Emily recevait de fréquents appels téléphoniques qu'elle prenait toujours en privé, sortant à l'extrémité de la terrasse ou dans la chambre quand son téléphone sonnait. Spencer travaillait souvent tard dans la nuit sur des projets qui semblaient n'avoir rien à voir avec son cabinet d'architecte. Et parfois, quand il pensait que j'étais hors de portée de voix, leur conversation prenait une intensité qui semblait en contradiction avec leur affection publique. C'est un jeudi matin que tout s'est effondré.
J'étais dans la buanderie en train de plier des vêtements que Spencer avait portés lors de dîners romantiques avec sa maîtresse quand j'ai entendu des voix s'élever de la chambre. La buanderie partageait un mur avec la suite parentale, et la brise marine avait poussé leur fenêtre à s'ouvrir. « Tu m'as promis que ce serait fini maintenant », disait Emily, sa voix tranchante de frustration. « Je joue à la petite maison dans la prairie depuis des mois, Spencer. »« Des mois. »« Ces choses prennent du temps, » répondit Spencer. Mais il y avait une tension dans sa voix que j'avais rarement entendue auparavant. « Nous devons être prudents. Une erreur et tout s'effondre. J'en ai marre d'être prudente. J'en ai marre de faire semblant d'être la femme aimante pour tes petites mises en scène. Quand est-ce qu'elle sera complètement hors du tableau ?» Mes mains se sont immobilisées sur la chemise que je pliais. Elle. Il parlait de moi. « Bientôt, » dit Spencer. « Les papiers sont presque prêts. Une fois qu'ils seront déposés, Laureen sera légalement déclarée morte et nous pourrons aller de l'avant avec tout. » La chemise a glissé de mes mains. Légalement déclarée morte. Il ne prévoyait pas seulement de divorcer ou de voler mes biens. Il prévoyait de m'effacer complètement de l'existence. « Combien de temps encore ?» insista Emily. « Parce que je commence à en avoir vraiment marre de cette mascarade. Vivre dans sa maison, porter ses vêtements, faire semblant d'être reconnaissante pour ses meubles et ses décorations. C'est glauque, Spencer. » Juste quelques semaines de plus, dit Spencer. L'argent de l'assurance vie arrivera une fois que le certificat de décès sera traité. Ensuite, nous pourrons vendre cet endroit, vendre la maison de ville, tout liquider. Nous aurons plus qu'assez pour recommencer à zéro ailleurs. L'argent de l'assurance vie? Ils avaient souscrit une police sur ma vie et prévoyaient de la toucher. « Et tu es sûr pour le bateau ?» demanda Emily. « Personne ne le retrouvera jamais. Le bateau a coulé dans les eaux internationales pendant cette tempête il y a 3 mois, dit Spencer d'un ton neutre. Accident tragique. Laureen a toujours été une piètre navigatrice. Elle n'aurait jamais dû sortir seule. Au moment où quelqu'un réalisera qu'elle a disparu, il ne restera plus rien à trouver. Je me suis agrippé au bord de la table de la buanderie pour ne pas tomber. Il y a 3 mois. Le week-end où Spencer m'avait dit qu'il devait aller à une conférence à Los Angeles. Le week-end où j'avais prévu de le surprendre à la maison de la plage, mais j'avais changé d'avis à la dernière minute à cause d'un terrible mal de tête. Il planifiait cela depuis des mois. Il s'attendait à ce que je sois déjà morte. Je pense toujours que nous aurions dû le faire proprement, disait Emily. Faire passer ça pour un accident ici, à la maison. Toute cette planification élaborée avec des bateaux et des tempêtes. C'est plus sûr comme ça, l'interrompit Spencer. Pas d'enquête, pas de questions sur qui aurait pu vouloir lui faire du mal. Juste une femme d'âge mûr qui a pris la mauvaise décision de partir naviguer seule. Et si quelqu'un devient suspicieux, s'il commence à poser des questions sur où elle est? Qui va demander? La voix de Spencer était froide. Factuelle. Laureen n'a pas d'amis proches. Sa sœur vit en Europe et elle se parle à peine. Ses associés supposeront qu'elle prend du temps pour elle après la tragédie. Le temps que quelqu'un pense à la chercher, nous serons loin. J'ai réalisé avec horreur qu'il avait raison. Ces dernières années, j'avais laissé la plupart de mes amitiés s'estomper, me concentrant si complètement sur notre mariage et mon travail que je m'étais isolé sans m'en rendre compte. Spencer avait encouragé cet isolement, je le comprenais maintenant. M'avait félicité d'être si dévoué, si concentré sur notre vie commune. Il se préparait à cela depuis des années. Et la femme de ménage, demanda Emily, et mon sang se glaça. Elle est là tous les jours. Et si elle commence à poser des questions? Quelles questions pourrait-elle bien poser? Spencer rit, et le son me fit froid dans le dos. C'est une employée de maison, Emily. Elle nettoie, cuisine et s'occupe de ses affaires. De plus, une fois que nous serons partis, elle trouvera juste un autre travail. Les gens comme ça ne s'impliquent pas dans la vie personnelle de leurs employeurs. Les gens comme ça. Comme si j'étais une espèce sous-humaine incapable de curiosité ou de préoccupation. Je suppose, dit Emily, bien qu'elle ne semble pas convaincue. Mais je n'aime pas la voir dans les parages. Elle regarde toujours, écoute toujours. Parfois, je la surprends à regarder les choses comme si elle les reconnaissait. Tu es paranoïaque, dit Spencer. Elle admire probablement juste la maison. Ces gens rêvent de vivre dans des endroits comme celui-ci. Ces gens.
J'avais partagé un lit avec cet homme pendant 38 ans, et il parlait des gens de la classe ouvrière comme s'ils étaient d'une espèce différente. Peut-être, dit Emily. Mais je serai contente quand on pourra s'en débarrasser. Bientôt, promit Spencer. Une fois que l'argent de l'assurance arrivera et que nous serons prêts à partir, nous la paierons et la renverrons. Elle ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Leurs voix se firent plus basses, s'éloignant de la fenêtre, et je réalisai qu'ils s'étreignaient probablement, se réconfortant mutuellement après leur séance de planification de mon meurtre. Je suis resté dans cette buanderie, entouré des détritus domestiques de leur fausse vie, et j'ai essayé de digérer ce que je venais d'apprendre. Ce n'était pas juste une liaison. Ce n'était même pas juste une question de voler mes biens. Ils avaient prévu de me tuer, de faire passer ça pour un accident, et de partir avec tout ce pour quoi j'avais travaillé. La seule raison pour laquelle j'étais encore en vie, c'est que j'avais eu un mal de tête il y a 3 mois. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine plier les vêtements restants. Je devais sortir de la maison, je devais réfléchir, je devais trouver quoi faire de cette information. Mais alors que je rassemblais le linge et me préparais à quitter la pièce, j'ai entendu à nouveau la voix de Spencer, plus près de la fenêtre. « Tu as pensé à appeler Marcus pour l'élimination du bateau ?» demandait-il. « Déjà fait » répondit Emily. « Il l'aura complètement démantelé d'ici la fin de la semaine. Aucune preuve de son existence. » Marcus. Ils avaient des complices. Ce n'était pas seulement Spencer et Emily agissant seuls. Ils avaient de l'aide. Des professionnels qui savaient comment faire disparaître les preuves. Et la documentation pour son dernier voyage en mer ? Parfaite. Reçu de cartes de crédit pour le carburant, registre de la marina, même un témoin qui a vu une femme correspondant à la description de Laurine quitter le port seul ce matin-là. La voix d'Emily contenait une note de fierté. Si jamais quelqu'un enquête, ils trouveront une piste claire menant à un accident tragique. Ils avaient créé une fausse histoire complète de mes derniers jours. Quelque part dans leur dossier se trouvaient des documents montrant que j'avais loué un bateau, acheté du carburant, navigué dans des eaux dangereuses pendant une tempête. Quelqu'un avait été payé pour mentir en disant m'avoir vu ce jour-là. Tu as pensé à tout, dit Spencer avec une admiration évidente. J'ai appris des meilleurs, répondit Emily. Et il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait marquer une pause. Rebecca était différente, dit Spencer doucement. C'était plus brouillon. Rebecca. Qui était Rebecca? Au moins avec Rebecca, nous n'avons pas eu à attendre des mois pour l'enquête de l'assurance, dit Emily. Les accidents de voiture sont tellement plus simples à mettre en scène. Accident de voiture. Enquête d'assurance. Ils avaient déjà fait ça avant. Rebecca était impatiente, dit Spencer. Elle voulait aller trop vite, prendre trop de risques. Tu es plus intelligente que ça. Je me suis agrippé au cadre de la porte, mes jambes soudainement faibles. Spencer ne prévoyait pas seulement de me tuer. C'était un tueur en série, un homme qui séduisait les femmes, les épousait, puis les assassinait pour leur argent. Et Emily n'était pas sa dernière victime. Elle était sa partenaire. Combien d'autres, me suis-je murmuré, puis j'ai réalisé avec terreur que j'avais parlé à voix haute. Mais ils s'éloignaient de nouveau de la fenêtre, leur voix s'estompant alors qu'ils s'enfonçaient dans la chambre. Je ne pensais pas qu'ils m'avaient entendu, mais je ne pouvais pas en être sûr. J'ai terminé mes tâches en pilote automatique, mon esprit tourbillonnant avec les implications de ce que j'avais découvert. Spencer n'était pas seulement mon mari infidèle. C'était un meurtrier calculateur qui planifiait ma mort depuis des mois, peut-être des années. Et j'étais piégé dans ma propre maison avec lui, déguisé en servante, complètement à sa merci s'il réalisait un jour qui j'étais. Ce soir-là, alors que je leur servais le dîner sur la terrasse, j'ai regardé leur visage à la lueur des bougies et je les ai vus clairement pour la première fois. Spencer, l'homme que j'avais aimé et en qui j'avais eu confiance pendant près de 4 décennies, était un monstre qui ne me voyait que comme une opportunité financière. Et Emily, avec ses sourires chaleureux et ses manières gracieuses, était sa complice volontaire dans le meurtre. Ils ont mangé leur repas et ont eu une conversation agréable sur leur plan pour le week-end pendant que je me tenais à proximité, remplissant leur verre de vin et planifiant comment rester en vie assez longtemps pour les démasquer. Parce que maintenant je savais la vérité, et la vérité était bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Après avoir découvert le plan de Spencer et Emily pour me tuer, je savais que je devais agir vite. Mais je savais aussi que je devais être intelligente. Aller à la police avec une histoire où je raconterais avoir entendu mon mari, supposé mort,
planifier mon meurtre alors que j'étais déguisé en sa femme de ménage, passerait pour les divagations d'une folle. J'avais besoin de preuves. Des preuves tangibles qu'il serait impossible de rejeter ou d'expliquer. Le lendemain matin, j'ai commencé mon enquête sérieusement. Pendant que Spencer était sous la douche et qu'Emily faisait sa promenade matinale habituelle sur la plage, je me suis glissé dans leur chambre et j'ai fouillé dans la mallette de Spencer. Mes mains tremblaient tandis que je parcourais les plans d'architecte et les documents commerciaux, cherchant tout ce qui pourrait le lier à une fraude à l'assurance ou à la mystérieuse Rebecca qu'ils avaient mentionnée. Ce que j'ai trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. Enfoui sous des contrats d'architecture légitimes se trouvait un dossier Manille intitulé « Affaires d'assurance personnelle ». À l'intérieur se trouvaient des polices d'assurance vie. Pas seulement la mienne, mais 3 autres. Rebecca Martinez, 42 ans. Diane Thornfield, 51 ans. Susan Walsh, 48 ans. 3 femmes, toutes d'âge mûr, toutes avec d'importantes polices d'assurance vie désignant Spencer comme bénéficiaire. Et selon les dates sur les certificats de décès également glissés dans le dossier, toutes les 3 étaient mortes au cours des 8 dernières années. Rebecca Martinez était morte dans un accident de voiture en Oregon il y a 5 ans. Diane Thornfield s'était noyée dans un accident de voilier au large de Santa Barbara il y a 3 ans. Susan Walsh était morte dans l'incendie de sa maison au Colorado il y a 2 ans. Tous des accidents, tous impliquant les épouses de Spencer Hartwell, consultant en architecture, qui avaient perçu d'importantes indemnités d'assurance vie après leur mort tragique et prématurée. Mon mari ne prévoyait pas seulement de me tuer. C'était un tueur en série qui assassinait des épouses pour de l'argent depuis des années. Les mains tremblantes, j'ai utilisé mon téléphone pour photographier chaque document du dossier. Les polices d'assurance, les certificats de décès, les relevés bancaires montrant les versements des assurances déposées sur des comptes au nom de Spencer, tout ce qui prouvait son schéma de meurtre. Mais alors que je photographiais le dernier document, j'ai entendu des pas dans le couloir. Spencer sortait de la douche plus tôt que d'habitude. J'ai rapidement remis les papiers dans le dossier, m'assurant que tout était dans l'ordre exact où je l'avais trouvé, et je suis sorti de la chambre juste au moment où Spencer sortait de la salle de bain, une serviette autour de la taille. « Oh, excusez-moi, monsieur Hartwell », dis-je, attrapant un flacon pulvérisateur de mes produits de nettoyage. J'allais juste dépoussiérer la chambre, mais je peux revenir plus tard. Pas de problème, dit-il distraitement, sans vraiment me regarder. Donnez-moi juste 10 minutes pour m'habiller. Je me suis retiré dans le couloir, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. J'avais les preuves dont j'avais besoin, mais je réalisais aussi à quel point j'étais en danger. Si Spencer soupçonnait un jour ce que j'avais découvert, je ne vivrais pas assez longtemps pour les utiliser. Au cours des jours suivants, j'ai continué à rassembler des preuves avec la précision méthodique de quelqu'un dont la vie en dépendait. Parce que c'était le cas. J'ai découvert qu'Emily avait son propre dossier caché dans le placard de la chambre, rangé dans une boîte à chaussures derrière ses vêtements d'été. Ce dossier contenait ce qui semblait être des dossiers détaillés sur les précédentes épouses de Spencer, y compris des photographies, des informations financières et des détails personnels qui auraient nécessité des mois de surveillance pour être rassemblés. Rebecca Martinez avait été une agent immobilier à succès sans famille proche et un portefeuille d'investissement substantiel. Diane Thornfield avait été une conseillère financière divorcée avec une fille adolescente qui vivait avec son ex-mari. Susan Walsh avait été une veuve avec des enfants adultes qui vivaient à l'autre bout du pays. Le schéma était clair. Spencer ciblait des femmes d'âge mûr avec de l'argent mais des liens familiaux limités. Des femmes dont la disparition ne serait pas immédiatement remarquée, dont la mort ne générerait pas d'enquêtes intensives. Et au fond du dossier d'Emily se trouvait un dossier sur moi. Voir ma propre vie réduite à des points sur une évaluation de cible était surréaliste et terrifiant. Lauryn Hartwell, 64 ans, décoratrice d'intérieur. Valeur nette estimée à 1,2 million de dollars. Pas d'enfant. Sœur vit à Londres. Liens sociaux limités. Le mari rapporte qu'elle est devenue de plus en plus recluse ces dernières années. De plus en plus recluse. Spencer m'avait isolé systématiquement, m'encourageant à décliner les invitations sociales pour me concentrer sur notre mariage au lieu d'entretenir des amitiés. J'avais pensé qu'il était romantique, voulant passer plus de temps ensemble. Au lieu de cela, il me préparait pour le meurtre. Mais la découverte la plus glaçante concernait le passé d'Emily. Selon des documents que j'ai trouvés dans ses dossiers personnels, son vrai nom était Amanda Kellerman, et elle avait un casier judiciaire remontant à 15 ans. Fraude, vol d'identité, complot.
Elle n'était pas seulement la dernière épouse de Spencer. C'était une escroc professionnelle spécialisée dans les fraudes à l'assurance. Ils formaient une équipe, des prédateurs qui travaillaient ensemble pour assassiner systématiquement des femmes riches pour leur argent. J'ai aussi découvert leurs plans immédiats. Parmi les papiers de Spencer se trouvait un calendrier détaillé pour ma mort. Selon leur programme, j'aurais dû mourir il y a 3 mois dans un accident de voilier. Mon service commémoratif avait déjà été planifié, prévu pour le mois prochain afin de laisser le temps à l'enquête de l'assurance de se conclure. Mais ce qui m'a le plus terrifié, c'est de trouver leur plan de secours. Si l'accident de voilier ne pouvait pas être arrangé, ils avaient des scénarios alternatifs prêts. Un accident de randonnée sur l'un de mes sentiers préférés, un cambriolage à notre maison de ville, même une urgence médicale qui pourrait être provoquée avec des drogues indécelables. Ils n'allaient pas abandonner. Si je ne disparaissais pas bientôt, ils trouveraient un autre moyen de me tuer. J'ai tout photographié, téléchargeant les images sur un compte de stockage cloud sécurisé que j'ai créé sous un faux nom. Mais je savais que les preuves seules ne suffiraient pas. Je devais les prendre en flagrant délit, les amener à avouer leurs crimes d'une manière qui pourrait être enregistrée et vérifiée. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Le vendredi soir, Spencer a reçu un appel téléphonique qui l'a visiblement agité. Je servais le dîner quand son téléphone a sonné, et j'ai vu son visage passer d'un contentement détendu à une vive inquiétude. Il a dit sèchement, « Qu'est-ce qu'elle sait ?» Il a écouté pendant plusieurs minutes, sa mâchoire se crispant à chaque seconde qui passait. Finalement, il a raccroché et s'est tourné vers Emily avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Une rage pure et calculatrice. « Nous avons un problème, dit-il calmement. »« Quel genre de problème ?» Emily posa sa fourchette, immédiatement alerte. C'était Marcus. Quelqu'un a posé des questions sur la mort de Rebecca Martinez. Sa fille a engagé un détective privé. La fille de Rebecca, l'adolescente qui vivait avec son père quand sa mère est morte. Elle était plus âgée maintenant, assez âgée pour commencer à remettre en question le timing commode de la mort de sa mère. « Que c'est le détective ?» demanda Emily. « Trop. » Il a fait le lien entre Rebecca et Diane, et il commence à poser des questions sur mon implication avec les deux. Spencer se passa les mains dans les cheveux. Nous devons avancer notre calendrier. L'avancer de combien? La voix d'Emily était stable, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. On termine ce week-end, dit Spencer. On ne peut plus attendre la déclaration de l'assurance. On met en scène l'accident de Lauryn maintenant, ce soir, et puis on disparaît. Ce soir. Ils prévoyaient de me tuer ce soir. Je me suis forcé à continuer de servir leur repas comme si je n'avais rien entendu. Mais à l'intérieur, je hurlais. Toute ma collecte de preuves, toute ma planification minutieuse, rien de tout cela n'importerait si je ne survivais pas aux prochaines heures. Et la femme de ménage? Emily jeta un coup d'œil dans ma direction. Il faudra l'inclure, dit Spencer d'un ton neutre. Faire croire qu'elles étaient toutes les deux au mauvais endroit au mauvais moment. Un cambriolage qui a mal tourné, peut-être. Ou une explosion due à une fuite de gaz. L'inclure. Il prévoyait de me tuer 2 fois. Une fois en tant que Lauryn Hartwell, sa femme, et une fois en tant que Margaret Chen, la femme de ménage qui avait eu la malchance d'être témoin de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. J'ai fini de servir leur dîner et je me suis retiré dans la cuisine, mon esprit en ébullition. J'avais des heures, peut-être moins, avant qu'ils ne mettent leur plan à exécution. Je devais obtenir des preuves de leur plan immédiat, quelque chose qui prouverait qu'ils étaient sur le point de commettre un meurtre. Alors qu'ils finissaient de manger et se déplaçaient vers le salon pour prendre un digestif, j'ai mis mon téléphone en mode enregistrement et j'ai trouvé une position où je pouvais entendre clairement leur conversation. « Alors, quel est le plan ?» demandait Emily. « Comment on met ça en scène pour qu'elles soient toutes les deux éliminées ?»« Fuite de gaz, » dit Spencer sans hésiter. « Je déconnecterai le tuyau de la cuisinière, je laisserai le gaz s'accumuler dans la cuisine pendant la nuit. Le matin, quand la femme de ménage viendra faire le café, la moindre étincelle déclenchera une explosion. Les 2 corps seront retrouvés ensemble. Accident tragique. Pas de survivants pour raconter une autre histoire. Et nous, on sera où? Déjà sur la route du Mexique. J'ai de nouvelles identités prêtes. Des réserves d'argent sur des comptes offshore. Le temps que les pompiers finissent leur enquête, nous serons quelque part sans traité d'extradition. Et l'enquête sur Rebecca.
ça n'aura plus d'importance une fois que nous serons partis. Laisse-les enquêter autant qu'ils veulent. Il n'y aura plus personne à poursuivre. Je l'avais. Un aveu enregistré de leur plan pour me tuer et le faire passer pour un accident. Mais je réalisais aussi que le temps me manquait. Une fois qu'il serait couché, Spencer déconnecterait le tuyau de gaz, et le matin, cette maison serait un cratère, et je serais morte. Je ne pouvais pas m'enfuir. Ils remarqueraient ma disparition, et ils sauraient que leur plan avait été compromis. Je ne pouvais pas appeler la police depuis la maison. Ils m'entendraient. Mais j'avais un avantage qu'ils ne connaissaient pas. Je n'étais pas seulement Margaret Chen, la femme de ménage qui avait surpris leur plan par hasard. J'étais Laureen Hartwell, la femme qu'ils pensaient avoir déjà tuée. Et contrairement à ses victimes précédentes, je savais exactement qui était vraiment Spencer et ce qu'il prévoyait de faire. Demain, si je survivais à la nuit, je cesserais d'être une victime et commencerais à être une prédatrice. Ce soir, je devais m'assurer de vivre assez longtemps pour les détruire tous les deux. J'avais 6 heures jusqu'à l'aube. 6 heures avant que Spencer ne déconnecte la conduite de gaz et ne transforme ma propre maison en mon tombeau. 6 heures pour orchestrer la performance la plus importante de ma vie. Après m'être retiré dans l'appartement d'amis au-dessus du garage, j'ai passé la première heure à télécharger toutes mes preuves sur plusieurs comptes de stockage cloud et à m'envoyer des copies par email à diverses adresses. Si quelque chose tournait mal, si je ne survivais pas à la nuit, au moins il y aurait une trace de ce que Spencer et Emily avaient fait. Mais je n'avais pas l'intention de mourir ce soir-là. Au lieu de cela, j'allais leur donner exactement ce qu'ils voulaient, avec une surprise qu'ils ne verraient jamais venir. À 2 heures du matin, je suis sorti furtivement de l'appartement et me suis dirigé vers la maison principale. Spencer et Emily dormaient dans ma chambre, rêvant probablement de la nouvelle vie qu'ils commenceraient après mon meurtre. La maison était sombre, à l'exception de la douce lueur des éclairages de secours le long des couloirs. Je connaissais chaque recoin de cette maison, chaque planche de plancher qui craquait, chaque porte qui grinçait. J'y avais vécu pendant 15 ans, et maintenant, cette connaissance intime allait me sauver la vie. Mon premier arrêt fut le bureau de Spencer, où il gardait ses fichiers de sauvegarde et ses documents d'urgence. Je connaissais son système de classement mieux que lui. Je l'avais organisé moi-même des années auparavant. Dans le tiroir du bas de son bureau, derrière des dossiers de vieilles déclarations de revenus, j'ai trouvé ce que je cherchais, une enveloppe épaisse intitulée « Protocole d'urgence ». À l'intérieur se trouvaient de nouvelles identités pour Spencer et Emily, complètes avec passeport, certificat de naissance et carte de sécurité sociale. Spencer deviendrait Robert Hamilton, consultant en architecture. Emily deviendrait Sarah Hamilton, son épouse dévouée. Ils avaient même des alliances assorties glissées dans l'enveloppe, prêtes à remplacer celles qu'ils portaient maintenant. Mais plus important encore, j'ai trouvé leur itinéraire de fuite, des indications détaillées vers un aérodrome privé à 40 miles à l'intérieur des terres, où un avion attendrait à 6 heures du matin pour les emmener au Mexique. De là, ils se rendraient au Costa Rica, où Spencer possédait apparemment une villa sous l'une de ses fausses identités. Il planifiait cette évasion depuis des mois, peut-être des années. Chaque détail avait été pris en compte. Chaque éventualité planifiée, sauf une. Ils n'avaient jamais prévu que leur victime se défendrait. J'ai photographié les documents et les ai remis exactement là où je les avais trouvés. Puis je me suis dirigé vers la cuisine où Spencer prévoyait de déconnecter la conduite de gaz dans quelques heures. Mais j'avais un plan différent. Travaillant à la lumière de la lampe de poche de mon téléphone, j'ai soigneusement examiné les raccordements de gaz derrière la cuisinière. Le plan de Spencer était simple mais efficace, déconnecter la conduite, laisser le gaz s'accumuler pendant la nuit, et attendre la première étincelle du matin pour provoquer une explosion qui détruirait toutes les preuves de ses crimes. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qu'ils n'attendraient jamais. J'ai desserré le raccord juste assez pour créer une petite fuite. Pas assez pour provoquer une explosion, mais assez pour déclencher le système de détection de gaz que j'avais fait installer il y a 2 ans après qu'une maison voisine ait subi une fuite de gaz. Spencer s'était plaint de la dépense à l'époque, la qualifiant de paranoïa inutile. Ce soir, ma paranoïa me sauverait la vie. Le détecteur commencerait à sonner son alarme vers 5 heures du matin, me donnant le temps de découvrir la fuite et de sauver Spencer et Emily d'un accident tragique. Je serais l'héroïne, pas la victime. Mais ce n'était que la première partie de mon plan. Ensuite, je me suis dirigé vers la voiture de Spencer, garée dans l'allée circulaire. Utilisant des compétences que j'avais apprises pendant une brève période de rébellion à l'université,
j'ai soigneusement désactivé son moteur d'une manière qui ressemblerait à une panne mécanique plutôt qu'à un sabotage. Quand Spencer essaierait de partir pour l'aérodrome le matin, sa voiture ne démarrerait pas. Puis j'ai appelé la seule personne en qui je savais pouvoir avoir confiance, la détective Sarah Morrison du bureau du shérif du comté de Montray. Sarah et moi étions devenus amis des années auparavant, lorsque son service enquêtait sur un cambriolage dans l'un de mes projets de design. Nous étions restés en contact et je savais qu'elle m'écouterait, même à 3 heures du matin. Sarah, ai-je murmuré quand elle a répondu à son téléphone. J'ai besoin de ton aide. Je suis sur le point d'arrêter un meurtre. Lauryn. Mon Dieu. Quelle heure est-il? Tu vas bien? Je vais bien, mais je ne le serai plus pour très longtemps. J'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu fasses exactement ce que je te demande sans poser de questions. Je lui ai donné la version abrégée. Mon mari prévoyait de me tuer pour l'argent de l'assurance. J'avais des preuves de plusieurs meurtres précédents et il prévoyait de mettre en scène ma mort comme une explosion due à une fuite de gaz ce matin même. Où es-tu maintenant? La voix de Sarah était instantanément alerte. Toute trace de sommeil avait disparu. Je suis à ma maison de plage à Carmel. Mais Sarah, tu ne peux pas venir ici tout de suite. Je dois les prendre en flagrant délit. Les amener à avouer pendant que tu écoutes. Sinon, ils prétendront simplement que je suis une femme délirante qui invente des histoires sur son mari. Lauryn, c'est trop dangereux. S'ils prévoient vraiment de te tuer. Ils pensent qu'ils m'ont déjà tué, ai-je interrompu. Ils ne savent pas que je suis en vie. C'est mon avantage. J'ai expliqué mon plan rapidement. Sarah se positionnerait avec son équipe à l'extérieur de la maison à 5h30, juste avant que l'alarme à gaz ne se déclenche. J'enregistrerai tout sur mon téléphone pendant qu'elle écouterait via une conférence téléphonique. Quand Spencer et Emily révéleraient leur plan ou essaieraient de m'empêcher de les sauver, Sarah aurait une cause probable pour les arrêter. C'est de la folie, dit Sarah. Mais je pouvais l'entendre prendre des notes. Mais si tu as raison sur les meurtres précédents. J'ai raison. J'ai toutes les preuves, les polices d'assurance vie, les certificats de décès, même leur itinéraire de fuite prévu. Mais j'ai besoin qu'ils s'incriminent eux-mêmes pendant que tu écoutes. D'accord. Mais Lauryn, si quelque chose tourne mal, si tu sens que tu es en danger immédiat, tu t'enfuis. N'essaie pas de jouer les héroïnes. Trop tard pour ça, dis-je. J'ai été une victime pendant 38 ans sans le savoir. Ce soir, ça se termine. Après avoir raccroché avec Sarah, j'ai passé les heures restantes avant l'aube à me préparer pour la confrontation qui allait soit me libérer, soit me tuer. J'ai examiné mes preuves une dernière fois, répété ce que je dirais pour pousser Spencer et Emily à révéler leur plan, et écrit une dernière lettre à ma sœur à Londres, juste au cas où. À 5 heures du matin, j'étais de retour dans l'appartement d'amis, entièrement habillé et en attente. À 5h15, j'ai appelé Sarah et les mis en haut-parleur, puis j'ai coupé le son de mon côté de l'appel pour qu'elle puisse entendre tout ce qui allait se passer. À 5h27, le détecteur de gaz a commencé sa sirène stridente. J'ai attendu exactement 3 minutes, assez longtemps pour que Spencer et Emily se réveillent et commencent à paniquer, avant de faire irruption par la porte d'entrée de la maison principale comme une employée inquiète répondant à une urgence. Monsieur Hartwell, Madame Hartwell, ai-je crié en courant vers leur chambre. Il y a une fuite de gaz. Nous devons évacuer immédiatement. Je les ai trouvés dans le couloir. Spencer enfilant des vêtements tandis qu'Emily se tenait figée dans sa chemise de nuit, le visage pâle de ce qui semblait être une terreur authentique. Que se passe-t-il? Demanda Spencer. Fuite de gaz dans la cuisine, dis-je, essoufflé. L'alarme m'a réveillé. Nous devons sortir de la maison tout de suite avant qu'elle n'explose. J'ai commencé à les guider vers la porte d'entrée, mais Spencer s'est soudainement arrêté. Attends, dit-il, son expression changeant. Comment savais-tu qu'il fallait vérifier la cuisine? Le système d'alarme indique quel capteur a déclenché l'alerte, mentis-je sans problème. Allons, nous devons partir maintenant. Mais Spencer ne bougeait pas. Au lieu de cela, il me fixait avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Suspicieux, calculateur, dangereux. Emily, dit-il doucement, sans jamais me quitter des yeux. Tu ne trouves pas ça un peu trop commode? Une fuite de gaz? La nuit avant que nous soyons censés partir? Emily nous regarda, la confusion évidente sur son visage. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire que notre femme de ménage en sait peut-être plus qu'elle ne le laisse paraître. L'alarme à gaz continuait son avertissement strident, mais Spencer semblait insensible au danger. Toute son attention était concentrée sur moi, et je pus voir le moment exact où le soupçon se cristallisa en certitude. Tu sais ce que je pense, dit-il en s'approchant de moi. Je pense que tu as écouté des conversations que tu n'aurais pas dû entendre. Je pense que tu sais exactement qui nous sommes et ce que nous prévoyons. Monsieur Hartwell, nous devons vraiment évacuer, dis-je. Mais ma voix semblait tendue même à mes propres oreilles. Non, dit Spencer, sa voix d'un calme mortel. Je pense que nous devons d'abord avoir une conversation. Sur qui tu es vraiment et ce que tu penses faire de ce que tu crois savoir. Le masque tombait. L'architecte charmant et sophistiqué disparaissait, révélant le tueur de sang-froid en dessous. Spencer, qu'est-ce que tu fais, demanda Emily. La maison pourrait exploser. La maison ne va pas exploser, dit Spencer, me fixant toujours. Parce qu'il n'y a pas vraiment de fuite de gaz, n'est-ce pas? Tu as déconnecté le système d'alarme et déclenché une fausse alerte. Il se trompait sur la méthode, mais il avait raison sur mon intention. Et maintenant, j'étais piégé dans une pièce avec 2 tueurs qui savaient que j'étais une menace pour eux. Je pense, continua Spencer, qu'il est temps que tu nous dises qui tu es vraiment, parce que je commence à soupçonner que Margaret Chen n'est pas ton vrai nom. C'était le moment. Le moment que j'avais planifié. Le moment où tout allait soit se mettre en place, soit s'effondrer complètement. Je pris une profonde inspiration, redressai les épaules et regardai Spencer Hartwell droit dans les yeux. Vous avez raison, dis-je doucement. Margaret Chen n'est pas mon vrai nom. Spencer sourit triomphalement, mais son expression changea en confusion quand je continuai. Mon vrai nom est Lauryn Hartwell, et vous êtes mon mari. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le hurlement continu de l'alarme à gaz. Le visage de Spencer devint blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. Emily halta et recula d'un pas. C'est impossible, murmura Spencer. Lauryn est morte. Non, dis-je, laissant toute ma rage et ma douleur transparaître dans ma voix. Lauryn était censée être morte. Mais ton plan a échoué, Spencer. Je suis bien vivante, et je sais tout. La main de Spencer se dirigea vers sa poche, et je réalisai qu'il pourrait porter une arme. Mais avant qu'il ne puisse agir, Emily attrapa son bras. Spencer, le gaz, siffla-t-elle. Si elle dit la vérité sur qui elle est, alors elle a vraiment déclenché une fuite de gaz. Nous devons sortir d'ici. Elle ment, grogna Spencer. C'est juste une folle qui nous espionne. Vraiment, dis-je. Alors comment est-ce que je connais Rebecca Martinez? Comment est-ce que je connais Diane Thornfield et Susan Walsh? Comment est-ce que je connais votre fuite prévue au Costa Rica ce matin? Le visage de Spencer se décomposa à la réalisation que je savais en effet tout. Tu as été bien occupé, dit-il lentement. Mais ça n'a pas d'importance. Tu vas quand même mourir ce soir. Nous devrons juste faire croire que tu as essayé de nous faire chanter et que les choses ont mal tourné. Non, dis-je fermement. Je ne vais pas mourir ce soir. Mais votre plan, si. Je brandis mon téléphone, montrant qu'il enregistrait. Tout ce que vous avez dit au cours des 10 dernières minutes a été enregistré et transmis à la détective Sarah Morrison du bureau du shérif du comté de Montray. Elle et son équipe sont positionnés à l'extérieur de cette maison en ce moment, attendant mon signal. Spencer se jeta sur mon téléphone, mais j'étais prête. Je reculai d'un bond et il trébucha contre le mur. Sarah, criai-je à mon téléphone. Ce serait le bon moment. En quelques secondes, j'entendis des portières de voiture claquer à l'extérieur, suivies de pas lourds sur le porche d'entrée. Bureau du shérif du comté de Montray. Ouvrez la porte. Spencer regarda autour de lui frénétiquement, comme un animal piégé cherchant une issue. Emily s'était effondrée sur le sol, les mains sur le visage. C'est fini, leur dis-je à tous les deux. Tout. Rebecca, Diane, Suzanne, elles vont toutes obtenir justice maintenant. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Sarah Morrison entra avec 3 autres officiers, armes au poing. Spencer Hartwell, Amanda Kellerman. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre et fraude à l'assurance, annonça Sarah alors que les officiers menottaient Spencer et Emily. Spencer me regarda avec une haine pure. Tu crois que tu as gagné, cracha-t-il. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé.
Il y a d'autres personnes impliquées là-dedans. Des gens qui ne te laisseront pas détruire tout ce que nous avons construit. Qu'ils viennent, dis-je calmement. Je n'ai plus peur. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, c'était complètement vrai. 6 mois plus tard, je me tenais dans la salle d'audience, écoutant le juge lire la sentence de Spencer. 3 peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres de Rebecca Martinez, Diane Thornfield et Susan Walsh, plus 25 ans supplémentaires pour complot en vue de commettre un meurtre et fraude à l'assurance. Emily, qui avait accepté de témoigner contre Spencer en échange d'une peine réduite, a reçu 20 ans. Elle aurait 62 ans à sa libération, en supposant qu'elle vive jusque-là. La prison n'était pas tendre avec les femmes qui s'en prenaient à d'autres femmes. Les familles des victimes de Spencer étaient dans la salle d'audience ce jour-là. La fille de Rebecca, maintenant âgée de 22 ans, avait fait la route depuis l'Oregon. La sœur de Diane était venue de New York. Le fils de Susan avait pris congé de son travail à Denver. Ils m'ont tous remercié ensuite, les larmes aux yeux, de leur avoir apporté la conclusion qu'ils n'avaient jamais cru possible. Ma mère a toujours dit que quelque chose n'allait pas avec cet accident de voiture, m'a dit la fille de Rebecca. Merci de lui avoir prouvé qu'elle avait raison. J'ai accepté leur gratitude, mais je connaissais la vérité. Je n'avais pas cherché à obtenir justice pour ces femmes. J'étais tombé dessus en essayant de sauver ma propre vie. Mais parfois, la meilleure justice vient des endroits les plus inattendus. Le procès avait fait sensation dans les médias. Naturellement, le complot de meurtre d'un mari déjoué par l'enquête secrète de sa femme avait été présenté sur toutes les grandes chaînes d'information. J'avais refusé les demandes d'interview et les offres de livres, ne désirant rien de plus que de disparaître de l'attention publique et de reconstruire ma vie en paix. La maison de plage avait été vendue moins d'1 mois après l'arrestation de Spencer. Je ne pouvais plus supporter d'y vivre. Pas après tout ce qui s'était passé entre ces murs. Chaque pièce contenait des souvenirs de moi regardant mon mari planifier mon meurtre, de servir le dîner aux personnes qui voulaient ma mort. Au lieu de cela, j'avais acheté un petit cottage à Mendocino, surplombant l'océan, mais loin de la scène de ma quasi-destruction. C'était plus simple que la maison de plage, plus authentique en quelque sorte, un endroit où je pouvais être moi-même sans le poids des attentes et des manipulations de Spencer. J'avais aussi changé mon nom légalement, non pas pour quelque chose de complètement différent, mais pour Lauren Margaret Hartwell, intégrant l'identité que j'avais assumée pendant ces semaines terrifiantes en tant que femme de ménage dans ma propre maison. Margaret Chen avait été courageuse d'une manière que Lauren Hartwell n'avait jamais été. Elle s'était défendue, avait pris des risques, avait refusé d'être une victime. Je voulais honorer cette force. Mon entreprise de design d'intérieur avait initialement souffert de la publicité entourant le procès. Certains clients étaient mal à l'aise avec l'association, craignant que m'embaucher n'attire une attention non désirée. Mais d'autres étaient attirés par l'histoire d'une femme qui s'était battue contre des obstacles impossibles. Ma clientèle avait changé, mais elle s'était aussi renforcée, remplie de personnes qui comprenaient la survie et la résilience. Je travaillais sur un projet pour l'un de ses clients, un refuge pour femmes qui avaient besoin d'aide pour créer des espaces qui semblaient sûrs et nourrissants plutôt qu'institutionnels, lorsque la détective Sarah Morrison a appelé avec des nouvelles que j'attendais et redoutais à la fois. On a trouvé Marcus, dit-elle sans préambule. Le contact de Spencer, celui qui a aidé à se débarrasser des preuves. Il a été arrêté à Tijuana en essayant de passer au Guatemala. Marcus Reyes avait été le lien de Spencer avec le monde criminel. L'homme qui s'arrangeait pour que les bateaux disparaissent, que les témoins soient payés, que les preuves s'évanouissent sans laisser de traces. Son arrestation signifiait que tout le réseau de Spencer et d'Emily était enfin en train d'être démantelé. Il parle, continua Sarah, nous donnant des détails sur d'autres affaires, d'autres personnes avec qui Spencer travaillait. Il semble que votre mari faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous ne le pensions initialement. Je n'étais pas surprise. Spencer avait toujours été un planificateur, quelqu'un qui pensait avec 10 coups d'avance. Il était logique qu'il ait établi des liens avec d'autres criminels, d'autres personnes qui pouvaient l'aider à mener à bien ses projets. Combien d'autres, demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir savoir. Au moins 6 autres femmes au cours des 15 dernières années. Peut-être plus à mesure que nous creusons. Marcus gardait des dossiers, des photographies, des détails sur chaque cas. Il voyait ça comme une assurance, un levier qu'il pourrait utiliser si Spencer essayait un jour de l'écarter. 6 autres femmes, 6 autres familles qui avaient perdu des mères, des filles, des sœurs à cause de la cupidité de Spencer.
6 autres affaires où la justice avait été retardée mais non déniée. Témoignerez-vous si nous en avons besoin? Demanda Sarah. Bien sûr, dis-je sans hésitation. Tout ce dont vous avez besoin. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la cuisine de mon cottage, buvant du thé et regardant le coucher de soleil peindre l'océan dans des tons d'or et de pourpre. J'ai pensé à ces 6 femmes, aux vies qu'elles auraient dû vivre, aux familles qu'elles auraient dû avoir. J'ai pensé à Rebecca, Diane et Suzanne, dont les voix avaient enfin été entendues. Et j'ai pensé à la femme que j'avais été avant ce jour à la maison de plage. La femme qui avait fait entièrement confiance, qui n'avait jamais remis en question les appels téléphoniques tardifs de Spencer, ses voyages d'affaires soudains ou son isolement progressif de ses amis et de sa famille. Cette femme avait disparu, aussi sûrement que si Spencer avait réussi son plan pour la tuer. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus méfiant, mais aussi de plus vivant. Quelqu'un qui savait que la survie exigeait parfois la tromperie, que l'amour pouvait être une arme, et que les personnes qui prétendaient vous protéger étaient parfois celles dont vous aviez besoin de protection. Le cottage semblait paisible dans le crépuscule naissant. Je l'avais meublé moi-même, choisissant des pièces qui reflétaient mon propre goût plutôt que ce qui impressionnerait les autres. Rien n'était parfaitement assorti, mais tout avait sa place. C'était une maison construite pour le confort d'une seule personne plutôt qu'une vitrine conçue pour démontrer la richesse et le statut. J'avais appris à vivre seul sans être seul. J'avais appris à faire confiance à mes instincts au lieu de les ignorer. J'avais appris qu'être prudent n'était pas la même chose qu'être paranoïaque, et que se protéger n'était pas la même chose qu'être égoïste. Mon téléphone a vibré avec un message texte d'un numéro inconnu. Pendant un instant, ma vieille paranoïa a refait surface. Les associés criminels de Spencer pouvaient-ils essayer de m'intimider? Mais quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé un message de la fille de Rebecca Martinez. Bonjour, Madame Hartwell. Je voulais vous faire savoir que nous organisons un service commémoratif pour ma mère le mois prochain pour célébrer sa vie au lieu de pleurer sa mort. Aimeriez-vous venir? Elle aurait voulu vous remercier elle-même. J'ai fixé le message pendant un long moment, les larmes brouillant ma vision. En sauvant ma propre vie, j'avais donné à ces familles quelque chose de précieux, la vérité sur ce qui était arrivé à leurs proches. Je leur avais donné quelqu'un à qui demander des comptes, quelqu'un à blâmer, quelqu'un à voir puni pour les crimes commis contre leur famille. Mais plus que cela, je leur avais donné la preuve que leurs instincts avaient été justes. La fille de Rebecca avait toujours soupçonné que la mort de sa mère n'était pas vraiment un accident. La sœur de Diane s'était demandé pourquoi sa sœur serait partie naviguer seule pendant une tempête. Le fils de Suzanne s'était demandé pourquoi l'incendie de la maison de sa mère avait commencé dans une pièce qu'elle n'utilisait jamais. Ils avaient tous douté des versions officielles, mais on leur avait dit qu'ils étaient paranoïaques, qu'ils cherchaient quelqu'un à blâmer parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que des accidents arrivent parfois aux bonnes personnes. Maintenant, ils savaient qu'ils avaient eu raison de douter, raison de questionner, raison de croire que quelque chose n'allait pas, même quand tout le monde leur disait d'accepter ce qui s'était passé et de passer à autre chose. J'ai tapé ma réponse. Je serais honoré d'y assister. Ce soir-là, alors que je me préparais à me coucher dans mon petit cottage, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Le visage qui me regardait était différent de celui que j'avais vu il y a 6 mois. Plus âgé, oui, mais aussi plus fort, plus défini. Les traits doux et accommodants que j'avais portés pendant tant d'années avaient été remplacés par quelque chose de plus tranchant, de plus déterminé. Je ressemblais à une femme qui avait survécu à quelque chose de terrible et en était sortie plus forte. Je ressemblais à quelqu'un que Spencer Hartwell n'aurait jamais pu manipuler ou contrôler. Je ressemblais à quelqu'un qui ne confondrait plus jamais l'isolement avec l'amour, le contrôle avec la protection ou la manipulation avec l'attention. Je me ressemblais, enfin et complètement. Pour la première fois en 38 ans. Dehors, par la fenêtre de ma chambre, je pouvais entendre les vagues de l'océan rouler contre le rivage, infini, rythmique et paisible. Le son qui avait autrefois été la toile de fond de mon meurtre programmé était maintenant la bande-son de ma liberté. Spencer était en prison où il mourait. Emily était en prison, payant pour son rôle dans la mort de femmes innocentes. Marcus et les autres membres de leur réseau criminel étaient traqués et arrêtés un par un. Et j'étais ici, dans ma propre maison, vivant ma propre vie, libéré de la peur et de la manipulation qui avaient défini mon existence pendant si longtemps. Demain, je continuerai à construire ma nouvelle vie. Je travaillerai sur des projets qui comptaient, passerai du temps avec des gens qui m'appréciaient pour qui j'étais vraiment, et prendrai des décisions basées sur mes propres besoins et désirs plutôt que sur les attentes de quelqu'un d'autre.
Demain, je continuerai à être Lauren Margaret Hartwell, survivante et combattante, la femme qui avait refusé de laisser le mal gagner. Mais ce soir, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, je dormirai paisiblement, sachant que j'étais en sécurité, que j'étais libre, et que j'avais gagné. Le jeu était terminé, et j'étais la seule encore debout. Maintenant, je suis curieuse de vous savoir, vous qui avez écouté mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.